Stunk dunk. Ouh. Hey. Please. Stay. Un, 2, 1, 1, 2. Tout n'est pas branché. La question de la vidéo, c'est ça. Tu dis 1, 1, 2, parce que tu n'entends rien dans le casque, puis tu t'aperçois que tu n'es pas branché. C'est aussi le casque avec quoi je joue de la guitare. Ça explique. Alors là, tu entends mieux ou tu entends pas? T'entends rien du tout. Et là, ça y est. C'est ce truc qui était en faux contact. Voilà. C'est super la vidéo. C'est un chiant. La technique. Ready to go. Du coup, c'est pareil, un peu pas comme d'habitude là. Déjà que je trouve que c'est trop long et que je devrais économiser le temps. Tous ces amis qui regardent. Petite formalité de départ. On est parti. Toi, tu suis ma tête à peu près. Espérons. Il y en a qui me disent « Oh, c'est chouette tes trucs que tu fasses un hyper gros plan. » Mais là, j'étais pas là. Il fallait que je me retrouve à ma table, l'ordi, position assise. Allez, on peut y aller. Défi 30 jours, 30 livres, numéro 8. Et 30 livres, ça suppose un gros marathon. Ça suppose d'arpenter, faire le point de ce qui vous meut dans le travail, dans ce qui vous meut dans vous-même. On n'est pas dans les questions d'actualité, ou si je vais prendre des choses d'actualité, c'est pour comprendre comment les copains travaillent, comment ça rebondit sur justement ce qu'on cherche. J'ai pris Marguerite Duras. Marguerite Duras, wow, on connaît tous, hein. On a tous des souvenirs tellement denses, tellement importants avec Marguerite Duras. En même temps, ce chantier, en tant que chantier de recherche, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est encore à peine entrouvert. J'ai pris 2 livres. Ils sont toujours côte à côte dans le rayon. Le premier, ça s'appelle Le monde extérieur. Outside 2. Outside, ça veut dire dehors. Il y a dehors 1, dehors 2. Si vous regardez, c'est des textes qui sont en général, bref, 1 page, 2 pages, peut-être un peu plus. Mais il y a toujours à la fin une toute petite notation d'année, 1986, mais en général, le lieu où c'est publié. La quinzaine littéraire, 363, 16-31 janvier 82. Cahier du cinéma, numéro 458, juillet-août 92. Ça parle de quoi? Le jeune Serge Danet. Il y a quelqu'un qui pouvait dire que Danet était jeune. Trafic, numéro 7, été 93. Interrogation sur le cinéma aussi. Rien que ça, c'est un motif de le garder. Et le monde extérieur, Outside 2. Et puis j'ai pris un autre qui est aussi fait de textes bref, attention, c'est pas des fragments, j'ai fourché, qui s'appelle pas le monde extérieur, mais la vie matérielle. Or, il y a quand même un cousinage. C'est-à-dire que la vie matérielle, elle est dehors, même si c'est aussi la vie matérielle à l'intérieur du corps. Et de la part de Duras, c'est pas des choses qu'on laisse au hasard que ce genre d'allusion. Et la vie matérielle, je voulais juste vous en lire 3 de ces histoires. Une qui fait une demi-page, une qui fait 1 page et demie, une qui fait 2 pages et demie. Vous lâchez quand vous voulez. Peut-être que, justement, pour ouvrir le chantier de recherche que doit ou peut être Marguerite Duras, c'est souvent ces petits prologues. Vous savez, dans l'année 80, comme il est important le prologue aussi. Ces livres, ces choses qu'on écrit pour Libération, mais à peine c'est fini, qu'on les porte aux éditions de minuit en disant « j'ai voulu écrire un livre comme on écrit dans le journal », c'est-à-dire que le lendemain, c'est fini, c'est effacé. Ce livre n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre, sans raison d'être, ce livre n'en est pas un. Et pourtant, c'en est un.
Donc, qu'est-ce que c'est ce paradoxe d'annihiler le livre au moment même où on annonce le pacte avec le lecteur par la petite introduction. Il n'est pas un journal, il n'est pas du journalisme. Ça, c'est publié soit dans la presse, soit dans des revues, des magazines. Il est dégagé de l'événement quotidien. Disons qu'il est un livre de lecture. Qu'est-ce que c'est un livre de lecture? Un livre de lecture, c'est les livres pour apprendre à lire. Est-ce que c'est un pléonasme? Disons qu'il est un livre de lecture. Ou si c'est simplement parce que c'est cette notion du fait de lire qui définit que c'est un livre. Ou l'incursion que vous-même allez faire à l'intérieur, qui va le rétrospectivement définir comme objet livre qu'il nie être en amont. C'est un peu bizarre? C'est Duras. C'est ça le chantier qu'on a à ouvrir. Loin du roman, mais plus proche de son écriture. Ça me concerne dur. Le roman, quelque part, c'est fini. Et ceux qui s'y obstinent, c'est comme refuser Internet. C'est un peu greffer la mort à l'intérieur de soi. Mais la question de l'écriture, elle n'est pas finie. Loin du roman, mais plus proche de son écriture, c'est curieux du moment qu'il est oral. Ce rôle de l'oralité, on va y revenir, que celle de l'éditorial d'un quotidien. J'ai hésité à le publier, tu parles, mais aucune formation livresque, etc., etc. La dernière partie du travail, je l'ai consacrée à abréger les textes, les alléger, les calmer. Calmer un texte, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à calmer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui se transporte dans l'écriture? Et qu'en travaillant le texte, le calmer, ça renvoie vers soi-même à plus de distance. Aucun des textes n'est exhaustif. Aucun ne reflète ce que je pense en général du sujet abordé, parce que je ne pense rien en général. Alors elle fait quoi l'écriture? Si elle fabrique à notre place un univers qui se réfléchit par et dans la pensée, mais qui n'est pas ce que nous, on pense. Parce que je ne pense rien en général, de rien, virgule, sauf de l'injustice sociale. Le livre ne représente tout au plus que ce que j'en pense certaines fois, certains jours, certaines choses. Même réflexion que dans l'été 80. C'est-à-dire le contexte temporel de l'écriture, dans l'instant où on l'écrit, c'est aussi un critère où le livre n'est pas quelque chose de pérenne qui se détache. Le livre lui-même est production de ce contexte temporel, fragile, qui surgit de vous et se retire avec vous. Donc, il représente aussi ce que je pense. Je ne porte pas en moi la dalle de la pensée totalitaire, je veux dire définitive. Vous voyez les questions que ça ouvre? Alors pourquoi je veux le lire? Justement parce que ces trois textes que je vais ouvrir, ça pourrait être n'importe lesquels dans le livre. Un texte sur sa mère. Et c'est ce côté, vous voyez comment il y a cette défiance en prologue, même à toute interprétation qui serait d'ordre intime ou privé. Et pourtant, cette autonomie de l'écriture qui traverse le privé et qui s'installe, qui devient récit par l'expérience privée, mais qui dit en même temps que celle-ci même est évidée de l'intérieur et qu'on l'a calmé, le texte. Je crois que c'est ça, moi, qui m'a aidé ces dernières années, non seulement à quitter la question du roman pour m'installer dans celle de l'écriture, oui, gardons le mot en tant que geste, mais aussi à la déporter vers cette improvisation orale qu'incarne la publication YouTube. C'est-à-dire c'est un livre qui, aujourd'hui, vous savez, par exemple, il y a un peu moins d'un an, j'ai ouvert sur mon site, sur cette chaîne YouTube, une série qui s'appelle Carnet privé. Je crois que c'est précisément ce genre d'écriture. C'est-à-dire non pas... j'ai tout un rayon de Marguerite Duras, mais des livres qui ne sont pas la périphérie, comme
outside, le monde extérieur, peut l'être en étant l'intervention de l'écrivain dans le domaine social, mais cette relation, ces fragments d'expérience de l'écrivain, c'est-à-dire celle qui se pense et qui pense par l'écriture et qui réfléchit cette action par l'écriture et non par la pensée ou la finalité de cette action. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui m'aide à comprendre un petit peu ce qui est important pour moi en travaillant ici. La parole chanceuse. Ma mère avait peur des gens qui avaient des fonctions publiques, des fonctionnaires, des trésoriers, des huissiers, des douaniers, de tous ceux dont la fonction était de faire respecter la loi. Toujours fautive avec cette incurable mentalité de pauvre, elle n'en est jamais tout à fait sortie. Je suis sorti de cette peur de ma mère avec les oraux des examens. À chaque oral réussi, j'avais le sentiment d'un progrès sur la pauvreté endémique de la famille, la parole chanceuse. Il en était comme d'une confrontation entre mon corps et le corps social qui était là pour me perdre. Les chanteurs, les acteurs doivent vivre la même partie avec le public. Les gens qui payent pour vous entendre chanter ou parler sont des ennemis qu'il vous faudra avoir pour vous pouvoir vivre. C'est très étrange parce que visiblement c'est une coquille. Les gens qui payent pour vous entendre chanter ou parler sont des ennemis qu'il vous faudra avoir pour vous pouvoir vivre. Mais ça n'a jamais été corrigé. Quand ça vous est arrivé une fois de dominer la parole, d'emporter la salle avec vous, ça vous arrive tout le temps ensuite. On prétend se faire un devoir de ne pas décevoir ces gens qui se sont déplacés pour vous entendre. Mais c'est un peu plus que ça. Ça déborde un peu sur le meurtre de celui qui vient vous juger. Voilà. La vie matérielle, premier texte. Celui qui est juste après s'appelle le steak vert. Non, je n'ai jamais eu peur de leur déplaire, alors qu'autour de moi, tout le monde a cette peur de leur manquer. Moi, au contraire, je veux leur déplaire, qu'ils sachent qu'on n'est pas tous à leur merci. Quand on achète un steak et qu'ils vous montrent obstinément le bon côté du steak, le côté rouge, je leur demande « S'il vous plaît, montrez-moi l'autre côté ». Ils répondent « Je vais vous montrer l'autre côté de celui-là, c'est le même morceau ». Et ils abandonnent le premier morceau qu'ils reposent sur le côté irregardable. Un jour, je sortais de l'hôpital, toujours ces crises d'emphysème. J'avais demandé à Yann de m'acheter un morceau de beefsteak. J'avais envie de viande. Yann n'ose rien dire aux commerçants. Ils pourraient tout subir de leur part, y compris l'empoisonnement. Ce jour-là, il est revenu avec ce beefsteak qui était vert. C'était une viande verte. J'ai pris le beefsteak, je lui ai montré, je lui ai dit « Vous n'avez rien osé dire ?» Il a dit « Non, je n'ai pas osé. » J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit « Écoutez, c'est mon premier repas, je sors de l'hôpital, vous auriez pu le jeter, m'en acheter un autre. » Il a dit « Je n'y ai pas pensé. » Je n'ai plus pleuré. J'ai pris le beefsteak, je l'ai jeté à la poubelle. J'étais dans une colère bleue. Le beefsteak était vert, ma colère était bleue. Quand il est revenu manger avec moi, j'ai ramassé le steak dans la poubelle et je lui ai mis dans son assiette. Il est arrivé, il a vu le steak vert, il a poussé un cri d'horreur et il l'a jeté à la poubelle pour toujours. On ne l'a jamais revu sur une table. J'ai aussi une autre manie, puisqu'on parle des façons habituelles de se comporter. C'est d'adresser la parole à mes voisins, surtout en avion. Je parle pour qu'on me réponde. Si on me répond, c'est qu'on est rassuré. Donc, je suis rassuré à mon tour. Je parle du paysage, ou des voyages en général, ou de ceux en avion aussi. Dans le train, je parle pour parler avec des inconnus. Je parle de ce qu'on voit, du paysage, du temps. J'ai souvent un désir de parler, très vif, très fort. Une fois, en avion, je suis tombé sur un monsieur qui ne me répondait pas. À aucune question, rien. J'ai abandonné. Je me suis dit que je ne lui étais pas sympathique. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il ne me connaissait pas.
C'est génial ça. Vous êtes Marguerite Duras, tout le monde vous reconnaît. Et quand il est parti, il m'a dit « Au revoir Marguerite Duras ». Donc c'était bien ça. Il n'avait pas voulu parler avec moi. Troisième texte. La télé et la mort. C'est pas celui-là que je vais lire. Figon Georges. Le coupeur d'eau. L'homme menti. Quillebeuf. Le livre. Le train de Bordeaux. Je vais vous lire Le train de Bordeaux. Une page, 2 pages, début de l'autre. Une fois, j'avais 16 ans. J'avais encore à cet âge-là une allure d'enfant. C'était au retour de Saïgon, après la Manche chinois, dans un train de nuit, le train de Bordeaux, vers 1930. J'étais là avec ma famille, mes 2 frères et ma mère. Il y avait, je crois, 2 ou 3 autres personnes dans le wagon de 3e classe à 8 places, et il y avait aussi un homme jeune en face de moi qui me regardait. Il devait avoir 30 ans, ça devait être l'été. J'avais toujours ces robes claires des colonies et les pieds nus dans des sandales. Je n'avais pas sommeil. Cet homme me questionnait sur ma famille, et je racontais comment on vivait aux colonies, les pluies, la chaleur, les vérandas, la différence avec la France, les randonnées dans les forêts et le bachot que j'allais passer cette année-là, des choses comme ça, de conversations habituelles dans un train quand on déballe toute son histoire et celle de sa famille. Et puis tout à coup, voilà, on s'est aperçu que tout le monde dormait. Ma mère et mes frères s'étaient endormis très vite après le départ de Bordeaux. Je parlais bas pour ne pas les réveiller. S'ils m'avaient entendu raconter les histoires de la famille, ils m'auraient interdit de le faire à coups de cris, de menaces, de hurlements, de parler ainsi tout bas avec l'homme seul. Ça avait endormi les 3 ou 4 autres passagers du wagon. Ce qui fait qu'on était seuls à être réveillés, cet homme et moi. Et c'était de cette façon que ça avait commencé. Tout à coup, au même moment, exactement et brutalement, dans un seul regard. À cette époque-là, on ne disait rien de ces choses-là, surtout dans ces circonstances. Tout à coup, on n'a plus pu se parler, on n'a plus pu se regarder non plus, on a été sans plus de force foudroyés. C'est moi qui ai dit qu'il nous fallait dormir pour ne pas être trop fatigués le lendemain matin à l'arrivée à Paris. Il était près de la porte, il a éteint la lumière. Entre lui et moi, il y avait une place vide. Je me suis allongé sur la banquette, j'ai replié mes jambes et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu qu'il ouvrait la porte. Il est sorti, il est revenu avec une couverture de train qu'il a étalée sur moi. J'ai ouvert les yeux pour lui sourire et lui dire merci. Il a dit « La nuit, dans les trains, ils éteignent le chauffage, il fait froid vers le matin. » Je me suis endormi. J'ai été réveillé par sa main douce et chaude sur mes jambes. Très lentement, elle les dépliait et elle essayait de remonter vers mon corps. J'ai ouvert les yeux à peine. J'ai vu qu'il regardait les gens du wagon, qu'il les surveillait, qu'il avait peur. Dans un mouvement très lent, j'ai avancé mon corps vers lui. J'ai posé mes pieds contre lui. Je les lui ai donnés, il les a pris. Les yeux fermés, je suivais tous ses mouvements. Ils étaient lents d'abord, puis ils ont été de plus en plus ralentis, contenus jusqu'à la fin, l'abandon à la jouissance, aussi éprouvant que s'il avait hurlé. Il y a eu un long moment où rien ne s'est passé sauf le bruit de ce train. Il est allé plus vite, ce bruit est devenu assourdissant, puis de nouveau il a été supportable, sa main est arrivée sur moi. Elle était hagarde, encore chaude, elle avait peur, je l'ai gardée dans la mienne, puis je l'ai lâchée, je l'ai laissée faire. Le bruit du train est revenu, la main s'est retirée. Elle est restée loin de moi pendant un long moment, je ne sais plus. J'ai dû tomber dans le sommeil. Elle est revenue. Elle caresse le corps tout entier, puis elle caresse le sein, le ventre, les hanches, dans une sorte d'humeur de douceur parfois exaspérée par le désir qui revient. Elle s'arrête par à-coups. Elle est sur le sexe, tremblante, prête à mordre, brûlante de nouveau, et puis elle repart. Elle se fait une raison. Elle s'assagit. Elle se fait gentille pour dire adieu à l'enfant.
Autour de la main, le bruit du train, autour du train, la nuit, le silence des couloirs dans le bruit du train, les arrêts qui réveillaient. Il est descendu dans la nuit. À Paris, quand j'ai ouvert les yeux, sa place était vide. Le livre est paru en 1987, c'est-à-dire il y a exactement un tiers de siècle, en 1987. Moi, j'avais l'âge de ce monsieur, en fait. J'avais déjà publié mon premier livre en 82, 5 ans plus tôt. En 30 ans plus tard, est-ce que ce texte-là pourrait être accueilli chez POL, qui maintenant est propriété de Gallimard? Je sais pas, ça m'en fout. La question, c'est pas la question sociétale. On est tous dedans. La question, c'est ce qu'elle annonce. La dernière partie du travail, je l'ai consacrée à abréger les textes, les alléger, les calmer. C'est un texte calme, à votre avis ?